avril, nous sommes en train de célébrer le 6e anniversaire d'accession du chef de l'État au pouvoir. Et dans un pays réfractaire au changement, M. Akindes, est-ce que vous ne pensez pas que depuis 6 ans, les lignes bougent au Bénin? Je n'accepte pas que le pays soit réfractaire au changement. On dit que le pays est réfractaire au changement parce qu'on ne sait pas amener le changement. Tout comme on dit, n'est-ce pas, ce que vous prenez en grosse quantité est un poison. Mais en petite quantité, ça devient un médicament. Donc, c'est la manière d'amener. Si on ne peut pas vous faire manger une cassane d'un coup, vous ne le mangez pas morceau, non. Alors que si vous mettez tout ça dans la bouche, c'est la mort. Donc, je pense que c'est la manière d'amener la réforme et l'explication que vous faites pour amener la réforme. Si vous ne faites pas d'explication et que vous dites c'est ça on va faire et puis c'est tout, vous aurez des mécontents. Même déjà quand vous expliquez, vous aurez déjà des mécontents. Quand vous ne l'expliquez pas, c'est encore pire. Voilà. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, on est en train de fabriquer des pavés. Pavés en lit, là. Il dit c'est pas bon parce que les autres sont autobloquants. Vous savez ce qu'est autobloquant? Les autres pavés là qu'on avait avant. Ils étaient autobloquants. Quand vous les lancez, l'eau ne peut pas partir sans l'eau, donc ça reste. Mais en lit là, ça pose problème. Bon. Est-ce qu'ils ont trouvé des solutions à cette question-là? Celui qui me parlait, c'était un spécialiste. Mais je lui ai dit, mais est-ce que tu t'es rapproché des gens pour savoir pourquoi cette préférence? Et puis, mais si c'était si simple que ça, un spécialiste devait être au courant qu'on a fait des changements en conséquence. Non, ma question était de savoir si vous ne constatez pas de changement. Vous, votre position, vous ne voyez pas de changement. C'est ce que je retiens de ma question. Non. Non. Je ne sais pas ce que vous mettez par changement. Il peut être positif, on peut être négatif. Et pour ne pas répondre à ce que vous observez par rapport à ces lignes qui bougent alors? Oui. Les lignes bougent. En zigzag, ou 2 pas en arrière, 1 pas en avant. C'est ça à apprécier. Mais les lignes bougent. Comment elles bougent selon vous? Elles bougent parce qu'on vous dit c'est ça que vous devez faire et puis vous le faites. On se réunit, on prend un texte, on dit c'est ça on veut faire. Adopter ça, on adopte. C'est tout. Pour changer les lignes. Mais c'est un peu comme celui qui a peur du gendarme. Il n'adhère pas à ce qu'il fait, mais parce qu'il a peur, il se tient tranquille. Pour moi, ce n'est pas l'épanouissement. Ce n'est pas l'épanouissement. On aura comme résultat, en gros, ce genre de situation. On va tout attendre de l'État. On va tout attendre de l'État, parce que c'est lui qui décide. Ça veut dire, du point de vue mental, les citoyens considèrent l'État comme la colonisation. Oui. Puisqu'ils donnent des ordres, et les gens exécutent. Leur participation à la réflexion sur les ordres qu'on va donner n'existe pas. Donc, je n'ai jamais approuvé la réaction des populations sur certaines choses. Ils considèrent que l'État, c'est en dehors d'eux. Ils ne s'intéressent pas à... Il doit tout leur donner. Amener l'école, amener le dispensaire, amener la route, tout ça. Ça, c'est la fonction de l'État colonial. Et c'est resté dans nos mœurs. Par exemple, on veut construire des écoles. Oui. Quelle est la fonction de l'école? Vous pouvez faire une école maintenant avec chasse d'eau, WC, tout ça, etc.
lorsque l'enfant quitte là, il va où? À la maison. La différence est trop grande. La différence est trop grande. C'est-à-dire que vous poussez l'enfant à sortir de son milieu. Au lieu de le pousser à améliorer son milieu. C'est à sortir de son milieu. Et c'est ça, là, ça c'est la démarche, c'est ça. Et donc, les populations sont aujourd'hui réagissent comme sur la colonisation. Sauf quand ils en ont marre, ils ont dans la rue, et puis on le tue. Je dis ça parce que j'ai vécu ça. Hein. Il y a eu des choses comme ça. Bon. Donc, à la limite. Donc, vous ne sentez pas la population s'intéresser à ce que l'État fait? Est-ce cela? Ça dépend de quoi. Si vous faites une route par là, c'est très bien, n'est-ce pas? Par exemple, on veut faire des types de textiles. Mais le choix est porté sur Goulot, là, à la gare Goulot, là, voilà. Oui, la zone industrielle Voilà. de Claudie. Il n'y a pas de coton là. Il n'y a pas de coton là. Quel est l'avantage de faire ça? De le faire au lieu où le produit. Il y a peut-être des avantages. J'en sais rien. Mais ça mérite d'être dit. On décide ça, et puis les gens le font. Ça peut avoir des conséquences. Je me rappelle très bien, ce ne sera pas le cas ici, hein, lorsqu'ils ont eu fait le Kenaf. Vous savez ce que le Kenaf là? Qui fait les sacs de jute. Ils ont planté l'usine à Boïko. Il n'y a même pas d'eau à Boïko. Or, c'est avec l'eau. Ça n'a jamais fonctionné. C'est devenu un truc de police ou de pompier après. Voilà. Exactement, voyez-vous, si vous vous promenez, on a fait des cas de l'artisanat, là, les villages de l'artisanat. C'est en brousse. Personne n'est là. Ou alors, c'est les bonnes dames qui viennent vendre là. Ça veut dire que le fait de ne pas consulter les utilisateurs, on croit leur faire du bien. Et ça ne donne rien, ça donne du gaspillage. Donc la méthode pour moi... Ne vous plaît pas ou bien n'est pas la bonne? Je ne l'approuve pas. Je ne l'approuve pas. Ça souffre de quoi? Ça souffre de concertation. Ça souffre de concertation. Vous avez pris le cas des maires. Les maires ont été nommés par le président. Par les deux partis, c'est ça, non? Et voilà déjà les députés qui sont là. Les maires ne sont pas nommés par le président. Non, il faut désigner, j'ai dit. Pas nommés. Ils ne sont pas désignés non plus par le président de la République. Bon. D'accord. D'accord. Non, mais ce sont les textes qui régissent la... Les textes ne veulent rien dire. L'application des textes, c'est ça qui est important. C'est justement dans l'application des textes. Dans l'application, ce n'est pas le président de la République qui désigne les maires. Si, vous rappelez dernièrement de comment... Vous m'excusez. Puisqu'on a dit à des partis politiques de choisir qui va être le maire. C'est qui le parti politique? On a pris un truc spécialement pour ça, entre les deux élections. Vous dites que ça, c'est la gestion? Pour moi, ce n'est pas la gestion. Mais est-ce qu'une œuvre humaine est parfaite, M. Akil? Pardon? Est-ce qu'une œuvre humaine est parfaite? Et il y a des œuvres qui sont insensées. Il y a des œuvres qui sont moyennement sensées. Il y a des œuvres qui sont tentées. Il y a des œuvres qui peuvent poser des problèmes. C'est tout. Chacun choisit ce qu'il veut. Moi, j'ai estimé, honnêtement, que la notion de décentralisation, ça veut dire que les gens gèrent leur localité. Maintenant, le secrétaire administratif va gérer le budget, il va rencontrer Aubert. Est-ce que le fait que le secrétaire exécutif gère le budget empêche ou bien empiète sur la notion de la décentralisation? Bien sûr. En quoi? Qui paye comment? Je prends là où je suis là. Il y a des caniveaux qui sont ouverts partout. Je pense que le maire ne peut pas dire, allez réparer ça, secrétaire exécutif. On va dire, attention, monsieur là, ce que nous avons prévu, c'est ceci, c'est cela. Les priorités sont définies par le maire. Là, oui. Mais quand c'est pas le contrôle du budget qui définit les priorités. Je me rappelle, on a voulu sortir une loi sur
la corruption électorale. J'étais au Parlement. On a fait des groupes pour circuler dans le pays, pour leur parler de la loi qu'on veut prendre. Les populations opiniées ont donné leur point de vue. Ce qu'on a modifié, on l'a modifié. Mais l'observation, c'est vous qui venez de l'argent, vous dites venez là, vous voulez combattre contre la corruption. Vous foutez de nous, quoi. Vous voyez bien la réaction. Au sens de dire, votre histoire sert à rien, vous allez revenir encore donner l'argent. C'est ce que ça signifie dans le fond. On a fait le projet de loi, je suis, mais il a été, disons, édulcoré, et puis bon, on n'en parle plus. Voilà ce que je dis. C'est pas projet, c'est proposition de loi. Alors voilà, je dis, l'adhésion au débat a un effet bénéfique dont on ne profite pas du tout en agissant de la sorte. Mais est-ce que la consultation à chaque fois ne va pas un peu retarder les ambitions d'un chef d'État? C'est pas coup par coup à la manière d'être établi qu'on fait les choses. C'est une vision générale. On explique globalement tout. Et après on prend les lois en conséquence. Et les gens donner leur opinion et vous en tirez les lois ou les décrets que vous devez prendre. Ce n'est pas, on veut construire le camp ici, là, il faut aller demander aux gens si vous construisez ça là. Non, c'est globalement. Donc, vous ne pouvez pas, à moins d'avoir des votations tous les jours, c'est pas comme ça, il y a aucun pays qui puisse le faire. Mais on va changer la structure des maires, des communes, etc. Voilà le problème que nous avons constaté. Vous avez dit, les gens que l'homme sont politiques, ils ne font pas le boulot. Il faut venir chercher la compétence. Un maire ne peut pas aller chercher un incompétent volontairement. Mais c'est le diagnostic. Ah bon? Moi, j'ai pas le diagnostic qui a été fait. Et on connaît la pratique dans nos communes. Les maires aussi en sont bien conscients. De quoi? Que les maires ils sont politisés et forcément les résultats attendus ne sont pas atteints à l'issue. Les maires sont politisés, ça signifie quoi? Les postes politiques. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie que les populations n'ont rien à y voir. Parce que les populations doivent être informées, c'est nécessairement politique, c'est la gestion de l'État. La politique, c'est la gestion de l'État. D'accord? La politique, c'est la gestion de l'État. Et comment gérer l'État, c'est ça l'acte politique. C'est ça l'action politique. Et si ils estiment que c'est une bonne chose, je crois que la population est capable de comprendre. La population est capable de comprendre. Alors, de quoi on a peur de ça? De quoi on est convaincu que la population est incapable de comprendre quoi que ce soit? Pourquoi? Dans ce bilan, dans le bilan des 6 ans, M. Akindes, qu'est-ce qui vous rend fier, vous, en tant que bilan de ce qui a été fait? Ou bien vous ne trouvez aucun point positif, ce dont je doute? Je n'aime pas mettre des points positifs à quelque chose. Tout ce qu'on a fait, ce n'est pas les méthodes qu'on a utilisées qui m'intéressent au départ. N'est-ce pas? Qui m'intéressent au départ. Lorsqu'on prenait les lois sur la décentralisation, avant, ou lorsque on a voulu faire la constitution, on n'a pas consulté les gens. Mais il y a eu popularisation. Et c'est revenu pour des amendements. Pour moi, c'est logique. Même si la population, c'est du folklore, mais les gens savent qu'il y a une réunion pour ça. Et voilà ce qu'on nous a dit. Voilà. Et puis ça se commente. Donc, quand ça va arriver, on était au courant. Voilà ce que je pense de la méthode. La méthode, pour moi, elle pose problème. J'en ai vécu moi-même concrètement. Je l'ai dit dans de mes livres. On avait un groupe, on parlait comment renforcer l'unité nationale.
On voulait faire un séminaire là-dessus. On a invité tous les candidats à la présidence de la République à cette époque-là. Ceux qui voulaient donner des subventions pour qu'on fasse ça, on donnait. À la fin, nous décidons d'aller voir l'un d'entre eux qui a donné pas mal. Pour lui dire ce qu'on a retenu. Il ne nous a pas reçus. Puis, on a mis une commission en place, commission Djogwenou. On envoie le résultat de nos réflexions à la commission de Djogwenou pour exploitation en nombre suffisant. Ça n'a pas été distribué. Ça n'a pas été distribué. Pour un débat. Je sais ce que ça veut dire la méthode, mais je n'approuve pas. Où des gens sont exclus de la réflexion. Où la réflexion ne vous plaise pas, mais vous le battez sur la discussion. C'est pour ça que je dis que la méthode, moi, me pose problème. Ça peut arriver à des résultats comme on veut, mais ça pose un problème de gestion de l'homme. Voilà ce que j'ai dit. Mais est-ce que l'homme n'est pas aussi difficile à satisfaire, M. Akindes? C'est pour ça qu'il est homme, non? L'homme est complexe. Et le résultat, non seulement matériel déjà, mais de l'influence extérieure. L'homme est essentiellement influençable. Même s'il se braque, il a été influencé de façon négative. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, que ce soit l'homme. Moi, j'ai été moulu dans cette manière de prendre les éléments avant de prendre un texte. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça... Oui, voilà, je pense. Ce n'est pas une parole. Hein. Mais si on avait consulté l'homme, comme vous le dites aussi bien, est-ce qu'on aurait pu arriver à changer de paradigme concernant la lutte contre la corruption, puisque ce sont les hommes qui sont justement au cœur de la corruption? Si, dans ce contexte, dans cet exemple simple, on aurait pu arriver à avoir ce changement de mentalité par rapport à la corruption dans notre pays, M. Akindes? Mais moi, je ne suis pas journaliste, mais ce que je vois dans les administrations, si vous dites que la corruption est combattue... Il y a aujourd'hui la peur du gendarme, M. Akindes. Il y a des structures qui ont été mises en place pour contrôler. À un niveau donné, la peur du gendarme n'existe pas. À un niveau donné, c'est s'ils ne te connaissent pas. Hein, c'est ce type-là. Mais la pratique, la corruption, on le sait, elle a la peau dure, mais il y a au moins une certaine amélioration dans le comportement, je vais dire, des Béninois, où vous ne le constatez simplement pas. J'ai affaire au petit peuple, aux employés sur la terre. C'est vrai, si je veux voir le patron, moi, je suis ceci, etc. Non, moi, je vais là-bas, directement. Je vois comment ça se résout. Je vois comment ça se résout. Et tu peux faire du travail, bon, tu lui donnes un cadeau, c'est d'accord. Mais si tu ne donnes pas le cadeau avant, ça ne marche pas. Avec nous autres, je sais parce que nous sommes un peu connus, on fera le truc. Et après, on va dire, mais Pépé, tu as pensé à nous. Comme c'est après, tu ne peux pas considérer que c'est la corruption. C'est que tu prépares le terrain. C'est comme quand tu vas dans un bar. Tu donnes des pourboires à la serveuse. La prochaine fois que tu seras là, elle va se dépêcher de te servir. Ce n'est pas de la corruption, ça. Mais lorsqu'on exige... Dans l'actualité, actuellement, M. Akindes, il y a cette difficulté mondiale, je vais dire, la cherté de la vie à laquelle face pratiquement tous les pays du monde. Vous, comment appréciez-vous les efforts que fournit notre gouvernement pour le soutien aux populations, pour que les effets soient moins denses? Il faut bien que je connaisse les effets. C'est la cherté des denrées alimentaires, les produits. C'est la mesure. Fixer les prix. Est-ce la meilleure solution? J'en sais rien. Parce que, qu'est-ce qui a fait que les denrées sont devenues plus chères?
Ce n'est pas la vie en l'air. Mais il y a actuellement une guerre en Ukraine qui accentue les choses. Il y a beaucoup de choses ne viennent pas de l'Ukraine. Ici même, la papa qui appelée à 100 francs, c'est 150, c'est l'Ukraine ça. Il y a aussi la spéculation sur le marché, M. Akinés. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Le coût de la vie ne résulte pas de l'Ukraine. Pour moi, non. Le coût de la vie sur certains éléments, oui. Est-ce que notre énergie vient de l'Ukraine? Russie, Ukraine, ce sont ces deux pays-là qui sont les gros fournisseurs. Je ne sais pas. Ça peut venir du Nigeria. Même le Nigeria est en difficulté actuellement. Ça peut venir de l'Algérie, ça peut venir un peu partout. Je ne sais pas si ça vient de l'Ukraine. C'est ce que j'ai dit. Et l'Ukraine n'est pas réputé producteur de gaz. C'est le gaz russe qui traverse l'Ukraine pour aller dans les autres pays. Et c'est les Russes qui le fournissent. Donc, ça n'a pas... Mais comment ça va traverser si les deux États sont en conflit? Les importateurs, au fait, ont des difficultés à s'approvisionner. Je ne sais pas si, en venant ici, vous avez fait le tour des stations. Ça continue en Ukraine. Ça continue. Et la Russie continue de payer à l'Ukraine la traversée de son territoire. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas croire que c'est... Parce qu'il y a derrière, le problème économique n'est pas résolu. Ça, c'est pour le problème de l'économie développement tel qu'on a ce schéma-là. Moi, c'est pas ça qui fait l'essence chez nous ici. Je suis certain que c'est pas ça qui fait le truc de gasoil qui a pris du gasoil. C'est une politique d'approvisionnement. C'est une politique d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a une politique d'approvisionnement dans le pays? Je ne sais pas. On a augmenté le gaz à 2 reprises en l'espace de 2 mois. Pourquoi? C'est toujours les mêmes difficultés, On monsieur. ne peut pas faire le jour le jour. On réagit sans oublier la subvention monstre que prend en charge le gouvernement. Ah, vous connaissez la subvention? L'essence est subventionnée, le gaz est subventionné, tous les produits pétroliers pratiquement sont subventionnés. Si on doit prendre les chiffres réels, ce n'est pas les prix de cession dans les stations. Vous êtes tellement renseigné que vous affirmez avec force. Les chiffres ont été exposés à la face du monde, justement, tout récemment, dans la semaine qui s'est achevée, la ministre du Commerce est montée au créneau pour encore monter. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un moment où le Nigeria nous vendait le carburant au prix nigérien? Vous savez ça? Vous savez qu'il y a un accord entre le Bénin et le Nigeria pour que le prix du pétrole, des produits pétroliers vendus aux États nigériens soit le même au Bénin. Vous savez ça? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? On nous le facturait ici au Bénin comme si c'était venu d'ailleurs. Sans dire que c'est le Nigeria. La différence, ce que ça fait, je ne vous en parle pas. Donc le gouvernement n'est pas clair dans ses chiffres. Je ne vais pas parler de maintenant. Puisque c'est les chiffres de maintenant que je vous expose. Moi, vous en référez aux chiffres du précédent. Pas chiffres. À la pratique. À la pratique, d'accord. À la pratique. Est-ce que ce gouvernement n'a pas montré suffisamment son sérieux pour qu'on croie? Ça, c'est sérieux. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises. Par exemple, on m'a parlé de... Oh, laissez-moi, je vais faire des critiques, ça ne va pas. Il y a des choses qui ont été faites, on dit, mais c'est pas bon, ça. On dit, ah oui, c'est ceci. Mais vous êtes libre de donner votre opinion, monsieur Akinés. Bon, je vais vous donner l'exemple, vous dites ça. C'est mes sites, vous avez fait l'enquête là-dessus? Ici, là-bas, ils donnent des cours, c'est ça? Alors que c'est un centre de recherche. En réalité, on n'a pas formé un noyau de chercheurs reconnus au plan international pour mener ça. On a pris déjà à droite, à gauche. Ils ont peut-être des compétences. Mais pour créer un centre de recherche, il faut déjà avoir une université. C'est des choses de base. Parce que si les techniciens n'existent pas, ce que vous amenez ne va pas fonctionner. Avant d'en venir au chapitre politique qui sera notre dernier aspect, je voudrais prendre votre opinion sur cette rencontre du chef de l'État avec les syndicats pour parler de la question du SMIC et de la revalorisation des salaires. Votre attente à vous, c'est laquelle, puisque c'est le mardi prochain la rencontre le 26? La vie est chère. D'accord? Il doit donc reconnaître que le SMIC doit augmenter. Donc moi, je n'ai plus de question. À quel taux? C'est là qu'il y a le problème. À quel taux, à quel pourcentage on va augmenter le SMIC?
C'est ça qui existe. Et va-t-on augmenter le poids indiciaire? À quel taux? Voilà la question qui se pose toujours. On peut dire que c'est 5%, on a fait un effort, c'est tout. L'effort ne résout pas le problème. La paupérisation va continuer. Donc, moi, je ne peux pas savoir a priori. Rencontrer les syndicats, c'est très bien. Mais je me méfie d'une chose. La rencontre du grand chef avec tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire? Avec les syndicats. Parce que le syndicat, c'est d'abord le ministère de la fonction du travail. C'est dans le cadre de concertation. Il doit faire ces concertations d'abord, arriver à des conclusions, qu'il y ait des points d'achoppement. À ce moment-là, le chef de l'État intervient. Si c'est dès le départ, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'aurais pas suivi cette méthode-là. C'est la méthode où le chef est là-bas, il parle, vous posez des questions, il répond à ce qu'il veut. Il dit, bon, ça va, on a bien vu, nous sommes... Vous aurez du mal à vouloir dire que ce n'est pas un accord. On ne vous a pas consulté. Parce que vous ne vous êtes pas assis, vous discutez dans le détail. C'est exactement comme vous parlez du test qu'on a à faire pour les gens là. Il faut que les gens aient vu ça avant. Et les propositions, qu'il y ait le débat. Et qu'il s'agit maintenant de trancher. Je ne suis pas au courant de ça, je ne peux pas me dire. Nous allons terminer cet entretien sur quelques mots de la politique. Vous avez certainement entendu parler des exigences du parti Les Démocrates pour prendre part à ce scrutin. Qu'en dites-vous, M. Akindes? Je dis que les lois électorales qui avaient été prises étaient mauvaises. Le résultat. Dans la vie, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat, ça. Depuis ce moment que j'ai dit qu'il n'y a plus de décentralisation. Dans la mesure où, dans notre commune, vous avez beau avoir la majorité, vous ne pouvez pas. Dans une circonscription électorale d'abord, dans la majorité, vous ne pouvez pas représenter la population. C'est une autre personne qui va représenter. Donc il y a là, le mal vient de loin. Le mal vient de loin. J'ai l'impression que beaucoup de lois sont prises pour discriminer. C'est l'impression que j'ai. S'agissant donc, je ne sais pas quelles sont les conditions que les démocrates posent, mais je sais que les lois, de façon générale, parrainage. Donc, on fait parrainage par la population, c'est plus simple. Personne ne peut acheter les populations. Les partis peuvent demander le parrainage des populations et non des élus. Parce que les élus, on sait comment on les a élus. Ou ils ont des doutes, au moins, sur la manière dont ils ont été élus. Pour moi, si c'est ça là, ok. Maintenant, il y a aussi que si vous n'avez pas tel pourcentage, là, vous êtes éliminé. Conséquence, c'est que les représentants des populations dans une circonscription ne sont pas ceux pour lesquels les populations ont voté. Est-ce ce résultat-là que l'on veut? Et quand on faisait autrement, est-ce que l'unité du pays était en danger? Non. Donc moi, je ne pense pas... Mais le parrainage que vous décrivez en pratique, par exemple, en France, dont on a parlé en première heure de cette émission, M. Akindes, c'est pratiqué là-bas. Oui. C'est le même système de parrainage qui est ici aujourd'hui au Bénin. Voilà. La France, ce n'est pas le Bénin. Voyez-vous, la semaine, vous avez dit, vous n'avez pas pris l'exemple de la Suisse. Il y a d'autres pratiques. Ok. Il y a d'autres pratiques. Donc, ce qui correspond à la situation que l'on vit, c'est ça qu'on fait. On ne le copie pas. Merci à vous, Monsieur Sylvain Adekpéju Akindes, pour votre analyse de l'actualité française et celle béninoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser un bout de temps pour pouvoir conclure notre entretien, Monsieur Akindes. C'est difficile de conclure l'entretien parce que si beaucoup de problèmes ne sont pas sur la même longueur d'onde, je pense qu'il y a une rigidité de ma part peut-être. Parce que j'ai des idées assez précises et je n'ai pas l'habitude de la langue de bois, ni de l'hypocrisie, c'est ce que je pense.
Et il n'est pas possible que je vienne à votre télé, à votre micro, et que je fasse de la langue de bois, sans qu'on en tire quelque chose. Je crois que c'est difficile aujourd'hui, dans notre pays, de discuter. C'est pour ça que je vous félicite d'avoir pris le courage pour me dire de venir parler de ces choses. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, M. Akindès. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.